France intervenait, ce serait encore un tollé de récrimination des hoquets rageurs sur en particulier l'intervention de l'armée française. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Et je pense que la guerre en Côte d'Ivoire a été une leçon majeure qui a été tirée par la France du point de vue de ses interventions en Afrique. Et aujourd'hui, les opinions, il ne faut pas se faire d'illusions. Les opinions françaises, américaines, etc., ne sont plus prêtes à entendre leurs soldats mourir ailleurs, etc. Ils sont prêts à fournir les armes, mais ils ne sont pas prêts à laisser leurs hommes en terre malienne. C'est maintenant la responsabilité des pays africains et particulièrement la responsabilité des autorités maliennes de s'engager à rétablir pour résoudre cette crise malienne. Alors, docteur Bakary, au-delà de cette responsabilité invoquée, souhaitée même par Hollande, il semble y avoir une psychose du terrorisme qui peut partir, qui peut avoir comme base donc cette zone africaine. Ça repose la problématique de l'islamophobie, de la laïcité, du statut des musulmans. Hier encore, on suivait le président François Hollande quand il parlait de traquer jusque dans les derniers retranchements ces islamistes qui font terreur encore à Paris. Bon, tout d'abord, une petite précision. Je crois que ce conflit malien est très complexe. C'est arrivé à un moment où on assiste à un conflit à double face. Un conflit interne avec une crise sur la transition qui n'est pas encore réglée, au nord du pays qui est occupé par certaines forces disparates, difficilement identifiables. Je rappelle que le nord du Mali est une vaste étendue, plus grande que la France par exemple. Et aujourd'hui, c'est que les Africains certes doivent prendre leurs responsabilités, mais les Africains ne peuvent pas se passer de l'appui des autres. Je m'explique, paradoxalement, ce qui arrive au nord du Mali est un problème algérien. Je m'explique, les trois Katiba de Akmi, comme Aboul Hamam, Abou Zaïd ou bien même Mokhtar Belmokhtar, ces Katiba, ces phalanges-là sont d'émanation algérienne. Et qu'aujourd'hui, personne ne peut combattre ces forces-là sans un appui d'Alger. Mais hélas, Alger n'a aucun intérêt à s'impliquer parce qu'à régler un problème, c'est-à-dire exporter le djihadisme hors de ces territoires. C'est la Mauritanie, qui d'ailleurs n'est pas très emballée par cette intervention, qui a un certain nombre de problèmes, qui se dit que je ne veux pas que ça se répercute sur moi. Le Sénégal, les hésitations du Sénégal étaient compréhensibles au début, parce qu'il fallait gérer ce que j'appelle l'orgueil des Maliens. L'armée malienne a été déstructurée pendant très longtemps, une cinquantaine d'officiers qui vivaient tranquillement avec une armée délaissée qui n'avait pas de moyens. Ça c'est la situation, mais au-delà du Sénégal, on parle de la sous-région, de la CEDEAO, même si le Sénégal n'est pas directement menacé, il y a au moins une question d'orgueil qui doit sursauter. Tous les pays sont menacés. En sachant également aujourd'hui que la puissance voisine, la France, dit tacitement, nous allons vous donner tout ce dont vous avez besoin, sauf qu'on ne mettra pas nos soldats. Alors que quand les estimations ont été faites aujourd'hui, ça tourne autour de 1000 ou 3000 soldats. 3000. Et aucun pays africain n'est en mesure de fournir même 300 soldats. Ça pose problème, finalement. Ça pose un réel problème, un réel problème. Ça a commencé avec ces incohérences dans la gestion du conflit par la CEDEAO. Quand on voit que c'est le Burkina Faso de Blaise Compaoré avec Djibril Bassolé qui sont aux avant-postes et que le Sénégal, un pays quand même qui avait un certain aura diplomatique et à la traîne quelque part, ou en tout cas parfois à des positions incomprises, c'est ça tout le problème. Mais maintenant revenons sur le Sahel. Ce n'est pas, ce problème est structurellement algérien, parce que rappelons que c'est quand même l'Algérie qui a pu empêcher pendant des dizaines d'années à la Libye de Muammar Kadhafi d'occuper le nord du Mali. Donc son appui est important. Mais aussi, ces puissances occidentales sont concernées de la même manière que l'Afrique l'est. La France est concernée, elle a beaucoup d'intérêt dans la sous-région. Toute cette région-là, le Niger est à côté avec l'uranium qui joue un rôle fondamental dans sa fourniture d'énergie. Et les États-Unis sont aussi concernés avec cette obsession de vouloir déloger la France de l'Afrique de l'Ouest. Il faut le dire comme ça, avec ce besoin d'avoir une base dans cette vaste étendue qu'est le Sahel, non seulement pour contrôler ces vastes étendues, mais pour avoir un regard sur ce qui se passe sur la Méditerranée. Mais allons maintenant au-delà de la Méditerranée.
Méditerranée, parce que je voulais revenir un peu sur la question de l'islamophobie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, si le temps nous le permet. On est un peu dans, parce que tout ce qui tourne autour du Mali touche un peu à l'islamisme. Je voudrais revenir sur Soro Diop un peu. Sur le profil du médiateur, en parlant de cette crise malienne, c'est Blaise Compaoré. Alors, il a été, lors de la crise ivoirienne, il a une fois été récusé. Ça a été le cas pour le cas spécifique du Mali. Dans sa dernière grande sortie dans Jeune Afrique, il disait que dans 3 mois, il est possible que les choses aillent de plus en plus vite dans le sens de résoudre la question, quels qu'en soient les moyens. Alors, est-ce que le profil du médiateur n'a pas son importance aujourd'hui dans des questions comme celle-là? Oui, mais absolument, le profil du médiateur, c'est très important. Dans la crise malienne, dans la crise ivoirienne, le médiateur était profondément impliqué dans la crise malienne. Parce qu'à un certain moment donné, moi j'ai discuté à l'époque avec Mamadou Koulibaly, qui était du FPI de Gbagbo, qui fut ministre de l'économie et des finances, qui dit, mais écoutez, cette crise malienne a éclaté. En quelques mois, le Burkina Faso est devenu exportateur de cacao. Comment vous expliquez cela? C'était quand même paradoxal. C'était quand même paradoxal. C'est-à-dire, Blaise Compaoré est devenu une sorte presque de pion diplomatique incontournable parce qu'à un certain moment donné, des pays comme le Sénégal, quand l'Afrique était, la Côte d'Ivoire, certains pays africains étaient en profonde crise, le Sénégal n'a pas eu une politique diplomatique, même vis-à-vis de ses voisins immédiats. Les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs diplomates se retrouvaient généralement soit à Bruxelles, soit à Paris, soit en Allemagne. Or, en matière diplomatique quand même, la question du voisin est une question fondamentale. Regardez ce qui s'est passé en Gambie. Comment on a pu laisser cette situation en Gambie, ne même pas en être informé, jusqu'au moment où, en particulier, des Sénégalais ont été passés sous la guillotine. C'est un manque de vigilance diplomatique, surtout par rapport à ce que la Gambie représente. La Gambie, quand même, qui est une banane dans la gueule du Sénégal. Il fallait au moins savoir est-ce que la banane pourrit ou elle se porte en bonne santé, ne serait-ce que cela. Et comment la consommer éventuellement. Alors, nous allons ressortir de ce studio, c'est pour retrouver Dany. En plus bref, puisque nous sommes encore une fois malheureusement menacés par l'approche de la fin du temps. Dany, rebonsoir, et à vous pour justement le point avec les internautes. Oui, rebonsoir Papis. On va démarrer avec Ousseynou Ly, lui qui dit que, étant partenaire privilégié du Sénégal, la France reste la première destination des Sénégalais, les émigrés notamment, et puis l'intelligentsia, car ces deux pays sont liés par une langue, une culture et une proximité qui n'est plus à démontrer. Et M. Ly pense qu'avec les changements intervenus à la tête de la magistrature des deux pays, notamment la France et le Sénégal, il est permis d'espérer un nouveau courant dans la coopération entre la France et son ancienne colonie. Seulement, il émet une réserve. La réserve, c'est qu'il craint fort que ce changement ne soit qu'un changement d'homme, mais non pas de politique ou de formule de coopération. Et puis Issa Baldé, lui, revient sur ses relations franco-sénégalaises. Parlant de ces relations, il dit qu'elles sont cordiales et doivent être renforcées, vivifiées, surtout dans des domaines aussi importants que l'économie, la santé, l'éducation, l'énergie et la communication. Omar, lui, dit que la France veut consolider sa position géostratégique, en même temps promouvoir son rayonnement culturel à travers la francophonie en Afrique. C'est, selon lui, le sens que porte que porte cette visite de François Hollande ici au Sénégal. On va parler aussi économie avec Maktar. Lui insiste sur le fait que la France est de loin le premier client européen du Sénégal et son 3e client mondial. Après le Mali et l'Inde, c'est aussi son premier fournisseur.
La France, premier investisseur au Sénégal, avec un stock d'investissement direct étranger de 539 milliards en fin 2009. C'est ce que dit Mactar. Quelques 300 entreprises à participation ou d'origine française, relève-t-il, dont environ 130 filiales de sociétés françaises sont présentes au Sénégal. On va simplement terminer avec lui, Mactar toujours, qui rappelle que les accords de défense et la situation de l'octroi des visas des étudiants et des hommes d'affaires doivent être revus. Voilà, Papis. Voilà, Daniel Diouf, merci, avec ses amis internautes qui réagissaient dans ce numéro ou dans cette émission spéciale consacrée à la visite de François Hollande. Alors, docteur Bakary, sur les intérêts qui ont motivé la visite de François Hollande, il y a l'histoire de